soir, cette petite heure de... Ah, tout marche? Vous m'entendez ou pas? Faites-moi un petit retour, faites-moi un petit... OK. Alors, bienvenue Pascal, Gabriella, Martine. Donc, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter un petit peu ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, ma raison d'être maintenant, que j'exprime à travers Life Force. Et je pense que ce qui décrit le mieux le travail, ce qui me passionne, c'est que vieillir en bonne santé, vivre en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour changer de paradigme. On peut faire des choses pour soi, pour être en bonne santé. Ce n'est pas être en santé par chance, être en vitalité, être en énergie par chance, mais par choix. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien, je suis David Tan, j'ai 45 ans, je suis professionnel de santé de formation, kinésithérapeute et ostéopathe. J'ai eu mon bac à 17 ans, donc si je compte mes études, ça fait 28 ans que j'accompagne des êtres humains à aller mieux. Je suis aussi coach de vie et puis j'ai créé Life Force, qui est un programme d'accompagnement, une méthode que j'ai développée qui me permet d'accompagner les gens sur leur chemin de vie pour stresser moins, vivre mieux, se reconnecter à leur nature et à la nature. Ça, c'est venu comment? Je pense que ma spécificité, vous allez voir que c'est important dans ce que je souhaite vous partager, dans les clés que je souhaite vous partager ce soir, c'est que j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays les 25 dernières années et d'accompagner plus de 40 000 personnes en individuel de 80 nationalités différentes. Moi, j'ai un esprit qui fonctionne en matching. J'ai eu la chance, du coup, de toucher du doigt beaucoup de cultures et je me suis passionné pour l'anthropologie du soin, pour voir quels sont les points communs entre toutes ces cultures à travers l'histoire des cultures et l'histoire des hommes. Qu'est-ce que ces différents peuples ont mis en place pour prospérer en termes de santé, en termes d'énergie, de vitalité et en termes d'amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis retrouvé comme jeune professionnel de santé à 17 ans à étudier dans les hôpitaux 17, 18, 19 ans, très jeunes, dans des services très durs, des services de neurotraumato, des services de soins palliatifs. Et du coup, très jeune adulte, c'est quelque chose qui est venu me heurter très fort sur quel est le sens de la vie. Et je me suis très vite rendu compte, tout en faisant mes études de soins, de santé, que sans santé, on est malade. Ça paraît évident comme ça. Sans vitalité, on est crevé, on est fatigué tout le temps. Et sans amour pour soi déjà et pour les autres, ça pique. On se sent sans valeur. Donc ces trois choses-là, c'est devenu une quête pour moi. Pourquoi? Parce que santé, vitalité, amour, c'est devenu ce qui représente pour moi, David, la fondation de la vie. Sans ces trois trucs, on est malade, fatigué, on se sent sans valeur. Donc du coup, toute ma quête de vie, elle a été pour, et encore maintenant, pour comment on fait pour nourrir ces trois aspects de nos vies ou pour les restaurer s'ils ont été abîmés. Alors moi, comme tout le monde, j'ai eu mes blessures d'enfant, d'adolescent, d'adulte, de jeune adulte, j'en ai toujours, on a toujours des fauchages de la vie. Bien, du coup, ma quête au départ, elle était plutôt égocentrée. J'avais envie, moi, de me réparer, j'avais envie de grandir en tant qu'homme. Et puis, comme j'ai choisi d'être accompagnant, bien, vous savez qu'on accompagne les autres au plus loin qu'on s'est accompagné soi-même. Donc, du coup, ça a été ma recherche, ça l'est toujours. Et puis, elle s'affine, elle devient de plus en plus subtile. Du coup, c'est ça que je voudrais vous partager ce soir. C'est comment on nourrit ces trois aspects. Et ce que je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, mon esprit fonctionne en matching. Il y a des esprits qui fonctionnent en dismatching, qui voient toutes les différences. Moi, j'ai tendance à voir tous les points communs. Comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de beaucoup accompagner d'êtres humains, puisque 40 000, ça fait quand même un échantillon considérable de 80 nationalités différentes,
je me suis rendu compte qu'il y avait des patterns qui revenaient. Il y avait des choses qui étaient… les gens qui étaient heureux, ce n'était pas par hasard. Les gens qui étaient en santé, ce n'était pas par hasard. Je me suis passionné aussi, j'ai un de mes aspects, je me passionne du coup pour la gestion de stress, où je commence à avoir une belle expertise puisque je propose beaucoup de séminaires pour des individuels et en entreprise sur ça, et sur la longévité. Et la longévité, que j'ai beaucoup étudiée, il y a deux aspects. Ce n'est pas vivre vieux pour vivre vieux. Le premier aspect de la longévité, c'est comment on rajoute de la vie à ces années. Parce que si tu n'as pas une vie heureuse, vivre vieux pour vivre vieux, on s'en fout complètement. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est un autre aspect important parce que dans tous mes voyages, j'ai eu la chance de traverser les zones bleues. Est-ce que vous avez entendu parler des zones bleues? Pascal me dit non, Gabriel non, mais Martine me dit oui. Alors les zones bleues, Martine sait, peut-être Rada et Jean-Marie savent, c'est des zones, il y a 5 zones qui ont été identifiées sur la planète où il y a la plus grande concentration de centenaires. Centenaires et nonagénaires. Peut-être vous avez entendu parler d'Okinawa au sud du Japon, la petite île tropicale, d'Ikaria en Grèce, dans les Cyclades, la vallée de Barbagia en Sardaigne, Loma Linda, la communauté d'adventistes en Californie, ou la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Tout ça sont des zones que j'ai eu la chance de traverser dans mes voyages. Et puis, il y en a d'autres qui sont officieuses. Là c'est des zones qui ont été officiellement reconnues parce qu'elles ont été étudiées notamment par des démographes, notamment par Michel Poulain, qui est d'ailleurs devenu un ami. Parce qu'il y a tendance dans ces zones à avoir de la triche. Hein. On a des super centenaires, des gens qui ont plus de 110 ans. Et puis, il y a d'autres zones, juste pour vous les nommer, mais notamment, j'y étais l'an dernier de nouveau. Il y a la vallée des centenaires de Vilcabamba en Équateur. Vous avez la vallée de Bama en Chine. Vous avez les Hunzas au Pakistan. Vous avez Abkhazia en Géorgie. Il y a d'autres zones aussi où il y a qui sont très connues pour leur longévité, qui sont en train d'être vérifiées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, moi aussi, j'ai eu la chance relativement jeune, dans ma vingtaine, de croiser ces zones-là. Ça m'a mis aussi, j'allais dire, kozuchi dans les arts martiaux. Je suis passionné d'arts martiaux, c'est quand vous êtes en déséquilibre. Ça a changé complètement mon paradigme sur la vieillesse, mes amis. Au départ, quand j'ai aussi étudié en gériatrie, la vieillesse était associée à la maladie. Ce n'était pas glamour de vieillir, pas glamour du tout. Peut-être c'est la même chose pour toi, Pascal, pour Gabriella, pour Martine. En général, notre perception des choses, c'est l'expérience qu'on en a. C'est-à-dire que si on a vu nos 4 grands-parents grabataires parkinsoniens avec un syndrome extra-pyramidal, pour nous, la vieillesse, c'est ça. Moi, c'était ça, jeune adulte. Et puis, comme j'ai eu la chance de pouvoir enrichir mes expériences avec beaucoup de voyages, beaucoup d'autres façons de voir le monde, d'autres prismes, je vous assure que de voir des gens de 105 ans qui montent toujours à cheval, qui font leur jardin, qui sont débordants d'énergie, qui n'ont pas pris un médicament de leur vie, ça m'a mis une baffe dans le bon sens du terme. Je me souviens, une anecdote, Donna Maria à Nicoya, Costa Rica, 104 ans. J'ai eu la chance de faire un câlin. Donc, c'est vraiment de passer du temps avec une soixantaine de centenaires dans ma vie. J'avais un trou dans mon pantalon. Donc, j'ai pris un cours de couture. Je ne suis pas très doué en couture. Elle a enfilé le fil dans le chat de l'aiguille plus rapidement que moi. 104 ans. Ça m'impressionne parce que la stabilité de la main, moi qui me suis occupé longtemps dans ma vie de personnes âgées, la stabilité de la main et de l'œil sans lunettes à 104 ans, ça vous change un paradigme. Ça vous change un paradigme. Donc, la vieillesse, c'est important parce que ça, dans mon parcours de vie, dans mon parcours d'accompagnant, ça a conditionné à shaper ces 25 années Life Force
tout ce que j'ai mis dedans. Pour moi, c'est vraiment le nectar de tout ce que j'ai pu, ce que je vais vous partager ce soir, récolter à travers le monde, passer au fil de la physiologie, de la neurobiologie, donc pour en sortir quelque chose qui est simple, mais pas simpliste. C'est vraiment le nectar. Ce changement de paradigme sur la vieillesse, il a été important. Vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Vous savez que j'ai eu la chance de faire un TEDx, j'habite au Portugal il y a 2 ans sur la longévité. Vous savez quelle est l'espérance de vie en Europe? Pascal, tu as une idée? Gabriella, Martine ou Jean-Marie? 80 ans. Presque. 84 ans pour les femmes, tu es pas loin, et 79 ans pour les hommes, Pascal. Bon. Donc, tu as raison. Ça, c'est l'espérance de vie. Maintenant, est-ce que tu sais, Pascal, l'espérance de vie en bonne santé? Ça, c'est hyper important dans mon travail parce qu'il y a une différence. En anglais, on fait la différence. On appelle ça lifespan versus health span. L'espérance de vie versus l'espérance de vie en bonne santé. Là, ça pique, les amis, ça pique. Est-ce que oui. C'est que vers 64-65, hein, c'est ça? Oui, je crois aussi. Exactement, les filles, exactement. Ouais. C'est l'âge que j'ai. C'est exact, mais regarde, pour être très précis, c'est 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes en Europe. Ça veut dire qu'après 64 ans, les amis, tu continues de vivre jusqu'à 79 pour les garçons et 84 pour les femmes, mais malade. C'est pas très sexy, c'est pas glamour. Ça, c'est les statistiques officielles. Donc, je comprends tous les gens qui regardent la vieillesse avec une peur et en se disant oui, j'associe ça avec la maladie, parce que c'est le cas pour la majorité des gens. Je vous assure que de voir, je vais vous montrer juste une photo, parce qu'une photo vaut 1000 mots. Je vais vous trouver ça tout de suite. De voir, ce que je veux vous dire, c'est quand vous voyez des octogénaires, des nonagénaires en pleine forme, il est complètement possible, avec nos choix de vie, de rajouter à nos vies 20 années à l'aise et 30 années si tu fais les bons choix, de passer de 64 à 94 ans. Je vais juste vous montrer une photo parce qu'elle vaut le coup d'œil et vous allez voir de quoi je parle. Hop. Comme ça, je vous propose la couverture de mon livre. Life Force en même temps, revivre, mais vous allez voir que c'est une… Alors, il est où? Vous allez voir. J'ai tout ça pour vous dire la petite histoire, je vous la fais en même temps. C'est c'est quelqu'un qui est devenu un ami qui a 83 ans, qui vit dans la zone bleue de Loma Linda en Californie. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il fait toujours des tractions inversées sur des barres… sur des, vous savez, ce que tiennent les gymnastes, mince, j'ai oublié le nom les poignées de gymnastes. Bon, je vais trouver ça tout de suite. Malheureusement, j'ai pas. Je vous montrerai chapitre. Tout ça pour vous dire que de voir des gens comme ça, qui sont toujours, et ce n'est pas 1, 2, 3, je veux dire, quand on voit 30, 40, 50, dans des cultures différentes, bah, il y a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose que ces gens font, que nous, on ne fait pas, et qui donne… Bon, les amis, c'est que ce n'est pas le moment, j'arrive pas je ne tombe pas sur la bonne page. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais l'idée, il y a un monsieur là-dedans qui a 83 ans, qui fait des choses encore incroyables, comme font… Moi, j'ai joué avec lui, on est allé sur un… Bon, j'y suis resté pendant 1 mois, mais on se donnait rendez-vous sur un parc, vous savez, les parcs infantiles, et il fait juste des choses incroyables, comme font des gamins de 16 ans, quoi. Il a 83 ans. Il n'a pas peur avec son ostéoporose, quoi. On n'est pas du tout dans ce mécanisme, dans ce mindset.
On va voir à quel point c'est important. Donc, ça a contribué à transformer complètement mon rapport à la vieillesse. La chose que je souhaite vous partager ce soir, c'est qu'il y a 3 aspects en fait. Donc, les grands seniors que j'ai pu rencontrer à travers le monde et les enfants de moins de 3 ans ont été et sont toujours mes plus grands mentors. Pourquoi ? Parce que les enfants de moins de 3 ans, quand on parle de vitalité, il n'y a pas meilleur exemple. Ils sont au taquet du matin au soir. Comment ça se fait qu'à un moment dans notre vie, quand on cherche à nous socialiser, on perd cette vitalité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on perd ça? Ça a été une grande source d'inspiration, ça l'est toujours. Et les très anciens, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un qui a 106 ans, fait toujours du cheval, il s'éclate, il n'a pas pris un médicament, tu te dis, il y a un truc, explique-moi s'il te plaît comment tu as vécu ta vie. Ça, c'est important. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, que ce n'est pas, et dans la science de la longévité, quand on étudie, ce n'est pas une question de génétique. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que même si dans vos familles, ou pour vous qui regarderez le replay, ou qui suivez mon travail, même si tous les hommes ont été atteints de telle ou telle pathologie, ou toutes les femmes ont été atteintes de telle ou telle pathologie, tel ou tel cancer, tu peux te dire, mince, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Eh bien, bonne nouvelle, l'épigénétique, c'est-à-dire comment tu vis ta vie, les choix que tu fais au quotidien, excusez-moi, c'est bien plus important que la génétique. C'est ce qui conditionne tes choix de vie, l'expression de tes gènes. Dans la science de la longévité, si vous cherchez, vous allez vous rendre compte que l'épigénétique est prépondérante de 90% à 75%. C'est-à-dire que la génétique ne conditionne en fait que de 10 à 25% dans la longévité. Toutes les recherches concordent sur ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les choix de vie que vous faites au quotidien? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain, les amis, je suis passionné de neurosciences depuis le début, l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Si vous n'êtes pas d'accord, on a la chance d'être en petit comité. Hier, ce que je disais à Rada et Jean-Marie, j'ai fait une conférence où il y avait 4000 inscrits et on n'était plus de 1000 en ligne. Donc, ça me change, mais c'est comme ça. C'est que ça doit se faire comme ça. Donc là, on est en petit comité, donc c'est juste génial. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je souhaite que ça soit un échange. Encore une fois, tout ce que je vous partage, il n'y a aucun dogme dans mes stages LifeForce, il n'y a aucun dogme. Moi, je vous propose ma compréhension jusqu'à maintenant des choses et je ne peux vous proposer que ce que je suis, donc ce que je fais. Et l'idée, ça c'est important, même dans tout ce qu'on va échanger ce soir, mais de toute façon, dans tout ce qui conditionne mon accompagnement, c'est inciter les gens, leur donner suffisamment de billes pour qu'ils aient envie d'expérimenter. Il y a une grande différence, les filles, entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque. La connaissance, c'est du savoir passé au fil de ton expérimentation. Ça change tout. Parce que notamment, on va parler du jeûne, de la privation volontaire de nourriture. D'accord ? Quand tu vois, alors, j'ai été longtemps dans le système médical, je suis aussi très content d'en être sorti parce que c'était très limitant. Quand tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai rencontré un oncologue qui avait un bide comme ça, 30 kilos de surpoids, des boutons, il boit du coca, il fume. À mon avis, il y a des choses qu'il n'a pas encore compris. Donc, ces gens-là, un dentiste aux dents jaunes, moi, je me barre. Je ne me fais pas soigner. Je mets une boutade. Je ne me fais pas soigner par un dentiste aux dents jaunes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la connaissance, mais ils ne sont pas dans l'expérimentation. Ils n'ont jamais expérimenté ce qu'est la pleine santé. Ça, c'est super important. C'est super, super, super important. C'est important d'être congruent. En anglais, on dit « walk the talk ». C'est vraiment super important. Donc, du coup, dès qu'on va rentrer, moi, ce qui me passionne, ce que j'ai réuni à travers LifeForce, c'est tous ces principes du vivant. J'ai dit quoi? Principes du vivant.
Parce que être en santé, comme disait Emerson, c'est une question de principes. Des principes, il y en a peu, des techniques, il y en a 15 000, mais des principes, ils sont peu nombreux. Ça c'est vraiment essentiel c'est une idée essentielle à retenir. C'est une histoire de principe du vivant. Je dis toujours, si je vous l'exprime autrement, que la vie est un jeu, pour moi David, mais je vous partage où j'en suis. Comme tous les jeux, eh bien, ça se joue avec des règles, avec des principes, les principes du vivant. Quand tu ne connais pas les principes de la vie, les règles du jeu, bah, c'est beaucoup plus difficile de jouer. Jusqu'à temps tu joues, jusqu'à temps que tu te fasses mal, parfois très mal, et c'est là que tu questionnes tes habitudes de vie. Quand les gens sont passés à côté de quelque chose de dramatique, grosso modo, ils ont failli mourir ou ils ont perdu un être cher, là, ils commencent à se réveiller et à questionner leurs habitudes parce qu'ils n'ont plus le choix. L'idée là du travail, c'est d'inspirer les gens pour prévenir, éviter qu'ils attendent de se faire faucher par la vie pour questionner leur mode de vie. Souvenez-vous, le mode de vie, l'épigénétique. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire, ça fait partie de vous peindre le tableau de comment c'est arrivé. Eh bien, à travers tous ces pays, c'est plus de 75 cultures traversées, avec cette recherche de quels sont les principes pour être en santé, en énergie, en vitalité et en amour. Il y a 3 aspects qui sont toujours revenus. 3 aspects. C'est quoi le premier aspect ? Dompter son stress. Les mots que j'utilise sont hyper importants parce que le français est porteur du verbe. Alors, j'ai la chance de pouvoir parler 5 langues. Le français est porteur du verbe. Dompter son stress, dompter ses émotions. Vous pouvez être l'homme ou la femme la plus riche du monde dans tous les plans de votre vie. Si vous ne savez pas gérer votre stress et vos émotions, j'aimerais pas être dans vos baskets. Vraiment. Parce que tu peux faire toutes les pratiques de bien-être que tu veux, tu vois, du yoga, un peu de qigong, avoir une grande spiritualité. Si tu ne sais pas gérer, dans la journée, il va forcément se passer des choses que tu souhaites ne vont pas arriver et des choses que tu ne souhaites pas vont arriver. Si tu ne sais pas gérer ça, c'est la catastrophe. Donc, dompter son stress, gérer ses émotions. Pourquoi je dis dompter ? Parce que on ne dompte pas un animal sauvage avec de la force et de la violence. On dompte son esprit avec de l'amour et de la patience. C'est important ça. En neurosciences, les amis, on dit, les filles, vous avez 60 000 pensées par jour. 60 000, vous vous rendez compte ? Là où ça pique, Gabriella, c'est que 80% de tes pensées, comme les miennes, sont foireuses. On a 80% de pensées négatives. 90%, ce n'est pas moi qui dis, c'est la neuroscience. Je vous renvoie aux travaux de Paul Amen, Dr Paul Amen. Il a un très beau nom, soit dit en passant. 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. 48 000 pensées foireuses négatives par jour. Martine, ça veut dire qu'on a 33 pensées négatives par minute. Tu te rends compte ? Par minute. Comment on gère ça ? Comment on gère notre… Est-ce que vous méditez, les filles ? Méditer, ça permet d'apaiser aussi son défilement mental. Donc, de le ralentir pour voir à quel point mon esprit est un singe fou et ne veut surtout pas rester dans l'instant présent. Il se barre d'une branche dans le futur, revenir dans le passé, il ne veut surtout pas être là. Donc, ça, c'est le premier aspect, la première partie. On verra quelques clés. Dompter son stress et ses émotions. La deuxième grande partie que j'ai retrouvée dans toutes ces cultures à travers le monde, et surtout sur des gens qui vivaient heureux et longtemps, c'est ce que j'ai appelé les clés de la santé et de la vitalité. Maîtriser les clés pour être en santé, en vitalité, en amour. Je dis maîtriser parce que beaucoup de gens pensent que
mais comme je suis sûr, vous les filles, moi aussi, c'est le cas. On a lu un livre sur la spiritualité, ça fait écho, et on se dit, ouais, super, je sais. Mais est-ce que ça change dans ta vie? Non. Parce que tant que tu ne l'appliques pas et tous les jours, bah, la mindfulness, ça ne marche pas. Le plus dur avec la mindfulness, j'ai un de mes grands mentors qui s'appelle Thich Nhat Hanh, je suis aussi moitié vietnamien. Il dit, qu'est-ce qui est difficile avec la mindfulness, la pleine conscience? C'est de se rappeler de le faire. C'est un beau joke, mais c'est vrai. Donc, tout ce qui est savoir, si ce n'est pas appliqué, ça ne sert strictement à rien. C'est juste de la distraction mentale. Donc, maîtriser, c'est comme jouer de la musique. Oui, tu as fait une fois sur moi, j'adore, une de mes passions, c'est la guitare aussi. Bah, quand tu fais tes gammes, même un musicien professionnel revient toujours à ses gammes. C'est maîtriser, peaufiner, pour que ça soit de plus en plus subtil. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, on ne se contente pas de le faire devenir à un stage pour apprendre à faire les choses. On ne va pas juste à un cours de yoga. On n'est pas yogi après un cours de yoga. Le yoga fonctionne si tu le fais tous les jours, si tu l'inclus dans ta vie. Bah, ces principes du vivant, ils fonctionnent pas si tu fais un stage de dev perso où tu les as pratiqués une fois. Non, ça ne marchera pas. Ça fonctionne si ça devient une habitude de vie. C'est super important. Troisième aspect. Alors, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, on va en parler. Dans ce deuxième aspect, le premier aspect, c'est dompter son stress, ses émotions. Le deuxième aspect, les filles, c'est maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. J'ai identifié 5 champs, 5 piliers. J'ai appelé ça les piliers de vie qui soutiennent notre fondation de vie, santé, vitalité, amour. Le premier, qui revient dans toutes les cultures à travers l'histoire de l'homme, c'est quoi? C'est les rythmes de vie. Les rythmes de vie. Pourquoi? Parce qu'on a une horloge interne, on a des rythmes circadiens. Rythme de vie. Dormir, par exemple, les filles, ça fait partie. Et dormir, pareil, un sujet que j'ai énormément étudié les 20 dernières années, parce que j'avais un sommeil compliqué il y a une vingtaine d'années, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est pas ah bah, je vieillis, donc c'est normal que je dorme pas bien, que j'ai un sommeil de mauvaise qualité. Je vois, Pascal, que tu as commencé à bâiller, tu vois, je le reconnais, Cécile. Mais tu verras à quel point c'est important. Alors, comme on est entre nous, n'hésite pas, quand tu bailles, à bâiller allègrement, parce que c'est un reset de ton système neuro-hormonal. C'est vraiment un deep dive dans le sommeil très profond. C'est vraiment hyper régénérant. Il y a 2 trucs. Je vous place 2 pépites, les filles. Vous avez de la chance. Les 2 trucs à plus louper dans votre journée pour vous régénérer, c'est quand vous soupirez et quand vous bâillez. Surtout quand ça vient spontanément. Comme on est entre nous, surtout ne vous cachez pas. Parce que si vous le faites en catimini, parce qu'on est poli, on a bien été éduqué par notre maman, donc ma maman, elle m'a dit, mets la main devant la bouche. Mais là, je perds une opportunité d'aller faire une plongée profonde dans des ondes cérébrales gamma, on appelle ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement régénérant. Donc, quand vous êtes tout seul, ou quand socialement c'est acceptable, lâchez-vous, quoi. Ça fait partie des rythmes de vie. Deuxième aspect, deuxième pilier, c'est quoi? C'est la nutrition. La nutrition, les filles, ce n'est pas que la bouffe. Ce n'est pas que la diététique. D'accord? C'est comment on nourrit chacun de ses sens. Hyper important. Hyper important. Et comme si vous êtes là, c'est que vous êtes forcément intéressé par ça, souvent, vous savez, ce qui est hyper glamour en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il faut manger. Qu'est-ce qu'on mange. Il y a 15 000, je vois Gabriella qui me comprend, il y a 15 000 régimes, tu ne sais plus quoi trouver. Tu ne sais plus qui dit vrai. D'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, ça serait intéressant de savoir, c'est pour ça que la première partie, qu'est-ce qui te bouffe de l'intérieur? Avant de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui te mange toi? Je parle de mes émotions, je parle de mon stress. Je dis ça, je dis rien, les filles. C'est hyper important. Après, le savoir quoi manger, le régime cétogène, macrobiotique et tout ça,
c'est du secondaire. Vous me comprenez ou pas? Je vous partage ça avec tout mon cœur. C'est ma vie que je vous partage là. Merci. C'est essentiel parce que du coup, les gens se perdent dans des détails et ils sont toujours en train d'avoir des relations complètement foireuses avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs collègues. Et ça ne change rien et leur régime ne change absolument rien. Je suis toujours dans ma deuxième partie, les piliers de vie. Maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. On a vu les deux premiers. On a vu rythme de vie, on a vu nutrition. Au passage, les filles, la nutrition, je vous ai dit, c'est comment on nourrit chacun de ses sens. Pour moi, David, on a un sixième sens. C'est quoi le sixième sens? C'est notre esprit, Pascal, qui est capable de reconnaître nos pensées et nos émotions. Ça, c'est important. Le troisième pilier, c'est quoi? C'est le mouvement. Je ne vous parle pas, les filles, d'exercice physique. Je vous parle de mouvement. Le cerveau humain, là, dans ma boîte à poux, je n'ai pas beaucoup de poux parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux, comme toi, Jean-Marie, et bien du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Il est designé, notre cerveau, il est designé pour le mouvement. Le fait qu'on échange ensemble ce soir, que je parle, c'est simplement une succession de contractions musculaires pour faire sortir une phrase, des mots, un son. Donc, mon cerveau, il a besoin de mouvement naturel. D'accord? Pas de sport, de mouvement naturel. Alors, le sport, c'est un plus, mais ce n'est pas suffisant. Quatrième pilier, les filles, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais là avec mon nez? Il est fait pour quoi? Sentir. Aussi, tu as raison, il est fait pour respirer. Respirer. La respiration, c'est tout un art, les filles. Vous respirez, grosso modo, 25 000 fois par jour. 25 000 fois. Vous respirez 15 kg d'oxygène par jour. Cinquième pilier, c'est quoi? Le mindset. En français, ça veut dire quoi, Rada? Ça veut dire l'état d'esprit. Je dis toujours, ça c'est une de mes punchlines, je vous l'offre, la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose, Pascal. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent, Gabriella, c'est les questions, parce qu'on n'aura probablement pas toutes les réponses à nos questions dans notre vie. Par contre, comment tu te poses la question, c'est fondamental. Si à chaque fois tu te dis « mais pourquoi je suis nul à ça? Pourquoi je suis toujours en retard? Pourquoi j'y arrive jamais ?» Bien, tu vas poser à ton inconscient, à ton esprit, une question foireuse. Donc lui, il va chercher une réponse négative foireuse, entre guillemets. Alors que si on apprend à reformuler, à communiquer avec soi-même, avec son esprit, avec son cœur autrement, et que, par exemple, une pépite pour vous, bien, quelle est la leçon à apprendre derrière ça? Quel est le cadeau derrière la chose qui me semble de prime abord négative dans ma vie? Quel est le cadeau? Tout de suite, même, et ton job, Martine, ce n'est pas d'avoir la réponse maintenant tout de suite. Parfois, quand on vient de perdre un être cher, c'est sûr que de se poser la question quel est le cadeau, il ne va pas y avoir de réponse qui va venir maintenant, ou le fait de se faire renvoyer de son travail. Mais peut-être que dans 5 ans, cette question qui est bien posée, il y a une réponse qui va émerger. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une question qui va vous soutenir, qui va être vertueuse. C'est super important, ça, les filles. C'est super important, super important. Tout ça pour que vous preniez conscience de votre narration interne. J'ai dit quoi? Narration interne. Votre discours interne. Qu'est-ce qui se raconte dans votre boîte à poux tous les jours? Ça, c'était notre deuxième aspect. Je récapépète. Le premier aspect, dompter son stress et ses émotions. Deuxième aspect, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité à travers mes 5 piliers de vie. Regardez, je vous fais une petite métaphore. Moi, j'adore enseigner. Enseigner, ça veut dire montrer à travers des images mentales et des métaphores. Je vous ai dit que pour moi, santé, vitalité, amour, c'était une fondation. C'était la fondation de la vie. Parce que sans ça, c'est juste plus compliqué, les filles. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Sans santé, sans vitalité, sans amour, c'est juste beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à te proposer
en termes d'expérience. Que ce soit d'être maman, que ce soit d'être une amoureuse, que ce soit ta vie sociale, que ce soit avec tes copines ou tes copains, que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit ta vie intellectuelle. Si tu as un cancer ou si tu es juste insomniaque, bah, tu n'as pas envie d'aller surfer et tu n'as pas envie de t'occuper des gamins, quoi, parce que tu n'es pas en énergie. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est juste plus compliqué quand on n'est pas en santé, en vitalité, en amour. Vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est ma fondation. Et ça, c'est mes 5 piliers que je vous ai donnés. Premier, rythme de vie, nutrition, mouvement, respiration, mindset. Et regarde, t'imagines que ces 5 piliers, Martine, ces 5 grands piliers qui vont soutenir cette fondation. Et une fois que ça, c'est en place, ces 5, comment on appelle ça, les maisons sur pilotis, je cherchais le mot. On a 5 pilotis. Quand ils sont forts et stables, ces pilotis, bah, je peux mettre ma fondation, santé, vitalité, amour. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que moi, quand je fais une fondation, si je reste sur ma métaphore, Gabriella, de la maison, une fondation en bois pour mettre une maison, bah, c'est que j'ai envie d'y construire une maison si je fais une fondation. Sinon, aucun intérêt, tu es d'accord, d'avoir une fondation. Ça, c'est ma 3e partie, les filles. La construire et réaliser ses rêves de vie. J'ai dit quoi? Construire et réaliser ses rêves de vie. Ses projets de vie, si je vous le dis autrement. Mais je préfère le mot rêve. Parce que petite Martine, petite Rada, petite Gabriella, petite Pascal et petit Jean-Marie, quand ils étaient enfants, ils étaient gavés de rêves. Vous aviez plein de rêves, comme le petit David. Ils sont passés où, ces rêves? C'est important, ça. Peut-être d'autres ont germé, je vous le souhaite. Parce que, à quoi ça sert? Ça c'est, s'il y a un truc à retenir ce soir, c'est juste ça. Une autre de mes punchlines, pépite, cadeau. Guérir de sa maladie, ce n'est pas un putain de projet de vie. Pardon d'être vulgaire, si vous me connaissez, je ne le suis absolument pas, mais il y a des fois où il faut être tranchant. Guérir de son cancer, guérir de sa maladie, ce n'est pas un putain de projet de vie. Ce n'est pas une raison d'être. Pourquoi tu veux être en santé? Pourquoi, Martine, tu veux être en vitalité? Pourquoi, Gabriella, tu veux être en amour? Pour faire quoi? Pour être quoi? C'est super important, ça. Et ça, c'est une clé, notamment, que j'ai vue chez tous mes centenaires dans ces zones bleues ou les zones officieuses dont je vous ai parlé. La raison d'être. Au Japon, on appelle ça l'ikigai. En Amérique du Sud, en Équateur, à la vallée des centenaires ou à Nicoya, au Costa Rica, el plano de vida, le plan de vie. Et nous, tous nos retraités, enfin, pas tous nos retraités, c'est pas vrai, mais beaucoup de gens se disent, voilà, il n'y a plus rien. Non, c'est super important. Les gens qui vont bien, bah, à 88 ans, ils commencent, ils se disent, moi, mon projet, c'est d'apprendre le piano. Je peux t'assurer qu'il ne va pas y avoir de pathologie neurodégénérative. Alors que, pas plus tard, j'habite au Portugal, donc j'ai la chance, j'ai une autre passion, c'est les arts martiaux et le surf. Je suis allé surfer tout à l'heure. C'est important tous les jours de faire ce qu'on aime. Et puis, je vois un monsieur qui doit avoir à peine 60 ans qui dit « Ah non, mais moi, je ne peux plus faire ça, je suis trop vieux. » Le mindset. Le mindset, si c'est ce que tu te dis, c'est Aladdin à l'intérieur, ça va être exaucé. Oui, c'est trop vieux. C'est Henry Ford qui disait ça. Que tu penses que tu vas y arriver ou que tu penses que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. C'est super important. Ça revient à ma première partie. Dompter son stress et ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta narration interne? C'est quoi ton discours intérieur? Super important. Je récapépète les filles parce que là, je vous partage une vie de travail, mais c'est super important parce que il faut qu'il y ait des choses. Moi, je sais que là, l'idée, c'est de semer des graines. Ce soir, la mission de vie, là, c'est de semer des graines. On n'est pas nombreux, c'est pas un hasard. Donc, chacune, prenez
de toute façon, ce qui va vibrer en vous, c'est ce qui va être important pour vous. Dompter son stress et ses émotions, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité sur ces 5 piliers. Et le dernier aspect, construire et réaliser ses rêves de vie. Donc, la question que je vous pose, pourquoi vous voulez être en santé, en vitalité et en amour? Pour être qui? Ça, c'est super important. Donc, c'est une belle question à se poser. Moi, je continue de me la poser. Donc, en sous-jacent sur la construction des rêves de vie, les filles, il y a la raison d'être. Quelle est votre raison d'être? C'est une belle question à se poser à n'importe quel âge, surtout dans des âges ou dans des époques de vie carrefour. Surtout maintenant où ça fait 1 an et demi qu'on est sous oppression, dans un égrégore de peur, d'incertitude. C'est hyper important, hyper important. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je vous partage, Martine, Gabriella, Pascal et Jean-Marie et Rada? Tout à fait. Si vous avez, surtout, moi je suis toujours hyper content, parfois si vous avez des objections, si vous avez d'autres expériences de vie ou d'autres compréhensions des choses, c'est important que ça soit un partage parce que moi, là, je vous partage juste ma compréhension. En tout cas, moi, ça fait sens pour moi, mais c'est juste chouette de savoir où vous en êtes, vous, si vous avez des doutes, si vous avez peut-être une autre façon de voir les choses, parce qu'on s'enrichit mutuellement, quoi. Dis-moi, Pascal. Oui, moi, je voudrais savoir si vous ou tu alliez parler… Bon, très mieux, je préfère ça. Dompter son stress et ses émotions, c'est facile à dire, on peut faire du yoga, etc. Mais ça n'empêche que, en dehors des sessions du yoga, quand on se trouve confronté à des frustrations, situations difficiles, bon, qu'est-ce que toi tu as observé? Est-ce que les gens, les centenaires que tu as rencontrés, ils vivaient en dehors du stress? Ou comment est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de leur gestion du stress? Plein de choses. C'est vraiment un des plus grands topics dans les stages que je donne parce que ça part de là. Alors, je vais partir des centenaires, de mes centenaires. À travers le monde, il y a un concept quand tu étudies la psychologie qui s'appelle la gérotranscendance. Nos anciens, en fait, ils ont un des points communs, c'est qu'ils sont tous connectés verticalement. Ça, c'est un truc, ils croient tous, pour ne pas le nommer à Dieu, mais à plus grand qu'eux. Donc, en fait, ils ont tous attrapé, et ça, c'est génial parce que entre eux, tu sais, alors, 2 choses. Parce que ce qui est génial, c'est que un Japonais d'Okinawa ou un Costa-Ricain de Nicoya, ils n'ont pas du tout le même patrimoine génétique. Donc, moi, moi où je jubilais, c'est par contre la façon dont ils vivent leur vie est relativement similaire. C'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, l'épigénétique est plus importante que la génétique. Deuxième chose, point commun dans ces gens-là, c'est qu'ils ont cette connexion verticale où ils peuvent s'en remettre à plus grand qu'eux, à Dieu. Dans beaucoup de cultures, c'est Dieu, parce qu'ils sont catholiques. Excusez-moi. Du coup, gérotranscendance, ça veut dire que de toute façon, si Dieu l'a décidé ainsi, parce que la question débile que tout le monde leur demande, c'est comment vous avez fait. Ça, c'est la question débile de tous les journalistes quand ils voient un centenaire. Et il te dit, moi, j'en sais rien, demande à lui. Voilà. Donc, forcément, la question est mal posée. Donc, l'ancien, il te répond une question. C'est la règle du jeu. Hein. Si tu poses mal la question, tu as une mauvaise réponse. En même temps, cette réponse, elle est rigolote. Donc, ils ont… déjà, ça, c'est intéressant parce que nous, une des clés, Pascal, ça serait de se dire, si toi, dans ton fort intérieur, tu sais que la Pascal, peut-être dans 1 semaine, dans 1 an, elle aura transcendé ce qui lui semble être un problème aujourd'hui, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment ça va se passer, quand exactement, mais tu sais que tu vas transcender ça. D'avoir cette croyance-là placebo, ça veut dire positif, versus une croyance nocebo, ça va juste te mettre dans une autre ligne de vie. Si tu connais le transurfing,
Tu vois, donc c'est pas forcément si toi dans ta vie tu n'as pas cette connexion verticale parce que c'est pas ta culture, mais c'est avoir, en tout cas le point commun, moi si je le remets sous forme de neurobiologie, c'est d'avoir des croyances nocebo sur ok, tout ce qui se passe est pour mon bien, même si je comprends pas. Tu vois, Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il ne se considère pas vraiment responsable de ce qui arrive? Non, 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 non. Ils peuvent être complètement responsables. J'entends ce que tu veux dire. Non, non. Ils peuvent être se sentir complètement responsables. Si tu veux, ils ne sont pas du tout dans le mindset de je suis victime, je suis passif dans ma vie. Au contraire. Mais en même temps, ils savent que la nature, l'univers, Dieu joue en leur faveur. Même parce qu'ils sont humains et ils n'ont pas toutes les clés, ils ne sont pas censés tout comprendre. Donc, quand tu perds un enfant, c'est dramatique, c'est peut-être une des plus grandes souffrances d'un être humain, mais tu te dis, OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais si Dieu l'a voulu, et ça, c'est pour une raison. Tu vois, et ça, c'est simplement cette reformulation interne, elle permet de lâcher. Et la gérotranscendance fait que plus je vieillis, plus j'ai cette capacité à ce fameux lâcher prise. Tu vois, ça c'est super important. C'est super important. Ça, c'est peut-être, voilà, c'est une des grandes clés. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que bien sûr, dans mes stages et bien sûr dans tout ce que j'ai vu, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec des militaires, notamment, tu sais, en hiver au Portugal, j'ai la chance d'accompagner, de coacher les 2 derniers recordman du monde de surf de grande vague. J'ai un de mes Gareth McNamara, Hugo Vaux. Hugo, ils se mettent dans des vagues. Hugo a pris une vague de 35 mètres. 35 mètres, c'est un immeuble de 13 étages qui avance à 80 km/h. Regardez sur Internet, à Nazaré, au Portugal, on a les vagues les plus hautes du monde. Ces gens ne laissent rien au hasard. Donc, tous ces principes que je vous partage ce soir, ils marchent avec ma grand-mère, ils marchent avec une ado de 12 ans, mais ils marchent aussi avec des sportifs de haut niveau parce qu'on travaille sur des principes du vivant. Et bien sûr, ils ne vont pas se mettre dans des vagues de 35 mètres quand ils sont engueulés avec leur épouse ou avec leur enfant ou qu'ils n'ont pas dormi. Ils vont mourir. Rien n'est laissé au hasard avec ces gens-là. Donc, tout ça pour te dire que ça, ou des gens, tu sais, je te parlais de ma passion pour les arts martiaux et le fait d'avoir aussi accompagné beaucoup de militaires. Il y a bien sûr d'autres clés. Moi, je travaille beaucoup, il y a des clés beaucoup plus concrètes, notamment à travers la respiration. Ce que j'enseigne dans mes stages, c'est différent. Tu sais que la respiration, d'ailleurs, c'est le 3e pilier dont je vous parlais. On respire, les filles, 25 000 fois par jour. Et c'est le seul, écoutez bien, mais vous le savez déjà, c'est le seul comportement, la seule fonction physiologique qui est involontaire, inconsciente, que vous pouvez switcher, changer. Martine, en quoi? En volontaire et conscient. Ton cœur, tu ne peux pas. Ta digestion, tu ne peux pas. Aller à la selle, tu ne peux pas. Donc, à travers ça, ce que je fais comprendre dans mes stages aux gens, et qui est en tout, le nectar de tout ce que j'ai pu voir dans le monde, c'est que notre respiration, on a un comportement respiratoire qui en dit long sur notre vie, c'est une habitude qu'on a prise avec les conditions de vie qu'on a eues. 9 personnes sur 10, Pascal, ne sait pas respirer. Tu vas te dire… dont moi. Voilà. Mais c'est juste, on fera un petit test tout à l'heure, si vous voulez. Mais donc, le fait de réapprendre à respirer, surtout sous stress, change complètement la donne, change complètement comment tu vas interpréter les choses. Parce que tu sais bien, vous savez bien, les filles, que ce n'est pas le stress extérieur qui compte, c'est l'interprétation que tu en fais. Le stress, il ne s'agit jamais de l'extérieur. Il s'agit de
quelle est ta narration que tu te racontes par rapport au mec qui t'a coupé la route ou qui t'a piqué ta place de parking ou qui t'a insulté dans la rue. Deux personnes ne vont pas réagir pareil. Et c'est là où j'en viens. Alors, bon, ça sera pour un autre webinaire, mais moi, j'ai développé un concept qui s'appelle le système immunitaire émotionnel. On a un système immunitaire physiologique, mais figurez-vous que, en tout cas, je vous partage, pour moi, on a un système immunitaire émotionnel qui est basé sur quoi? C'est quoi le curseur, les filles? C'est, je vous donne en mille, roulement de tambour, la self-esteem, l'estime de nous-mêmes, l'image de nous-mêmes. Est-ce que vous avez appris, petite fille, et toi, petit garçon Jean-Marie, comme moi, petit garçon David, à nourrir notre image de nous-mêmes? Ben, moi, en tout cas, je n'ai pas appris. Moi non plus. Voilà. Et ça, c'est super important. C'est super important. Parce que c'est ça qui va et ça va. Alors, autre cadeau, mais comme ça va beaucoup plus loin. Vous connaissez certainement le travail de notre cher ami Boris Cyrulnik sur la résilience. OK? Sauf que l'être humain, il n'est pas résilient, il est antifragile. Ça, c'est le travail de Nassim Nicolas Taleb. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? Ça, c'est tout mon travail. Ça veut dire quoi, Gabriella, la résilience? Ça veut dire que tu es là, tu prends un jeton, tu te fais tacler par la vie, un stress qui te couche. La résilience, c'est un super travail, hein, Boris Cyrulnik, j'adore. C'est vraiment, je vous recommande, c'est génial. Quelqu'un de résilient, il va revenir à son état initial. D'accord? Quelqu'un de pas résilient, il va rester stressé toute sa vie. Les syndromes post-traumatiques. Voilà. Sauf que quelqu'un d'antifragile, quand il a pris un stress qui le couche, s'il connaît notamment la loi de l'hormèse et s'il connaît les principes du vivant, il ne va pas revenir là, il va revenir là, il va revenir plus fort. C'est la fameuse phrase de notre ami Nietzsche qui disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Sauf que notre ami Nietzsche, il a oublié deux choses. Il a omis deux choses. Peut-être il a fait exprès. Il a omis de dire « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts seulement et seulement si ça respecte notre capacité adaptative ». Ça, c'est ma capacité adaptative, Gabriella. Si le stress, il est juste d'un autre monde et qu'il est bien plus fort que ma capacité adaptative, il va me détruire, il va me faire dégénérer. S'il est dans la limite, s'il est vraiment dans la limite de ce que je peux gérer, bon, et qui ne dure pas trop longtemps, je vais gérer. Seulement et seulement si, deuxième postulat, c'est suivi d'un temps de repos suffisant. Donc, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, si ça respecte notre capacité adaptative et si c'est suivi d'un temps de repos suffisant. Sinon, tu te crames, c'est direction épuisement, burn-out, on appelle ça en anglais adrenal fatigue. Tu stresses les surrénales en permanence, cortisol, adrénaline, norépinéphrine. Donc, pour répondre à ta question, Pascal, notamment à travers la respiration, c'est quelque chose que tu entraînes à la maison. Moi, j'apprends, on appelle ça le breath work, le travail de la respiration, qui, comme quand tu fais ta séance de yoga ou le matin, quand tu te réveilles, tu vois, tu mets en place, tu t'entraînes 5 minutes par jour à respirer. Et tu sais, je dis toujours, on n'apprend pas à devenir un guerrier, les samouraïs, sur le champ de bataille. Ils se font découper. Ils s'entraînent au dojo. Ils s'entraînent avant. Un dojo, c'est un gymnase où on s'entraîne aux arts martiaux, où on est dans des conditions sécuritaires. Pareil, apprendre à méditer en plein milieu d'une engueulade ou d'un divorce, c'est plus compliqué. On apprend ça dans sa chambre, dans un environnement ou dans un studio de yoga où tout va bien. Et respirer, ça s'apprend. Du coup, pourquoi? Parce que quand les gens sont stressés, Pascal, qu'est-ce qui se passe? Ils font ça. Ils font deux trucs, regarde. Ils font micro-apnée et vous, très probablement, les filles, vous faites 50 micro-apnées par jour sans vous en rendre compte. Je n'exagère pas. Ça, encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est mon expérimentation.
Et j'ai accompagné beaucoup d'êtres humains. Et surtout, le premier, c'est moi-même. Micro-apnée et tension du corps. Ça, tant que tu n'as pas repéré ça, ça va être compliqué de le changer. Donc, le premier truc, une des clés pour vous ce soir, c'est de repérer qu'est-ce qui se passe dans ma respiration et dans mon corps quand je suis en train de m'engueuler, quand je suis triste, quand je suis frustré, quand je suis en colère. Mais moi, par exemple, j'en suis consciente. Moi, je m'arrête de respirer. Même par exemple, si je, je dois me dépêcher pour prendre un train que j'ai 2 minutes entre mon bus et le train, eh bien, je vais courir. Eh bien, un mécanisme qui fait que je vais m'arrêter de respirer. Mais j'en suis consciente. Mais voilà, alors, tu comment as fait un changer? tiers du chemin. Tu as fait un tiers du chemin. Bah, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Tu viendras me voir en stage, par exemple. Là, c'est difficile en 10 minutes de travailler sur ça, mais c'est complètement possible. C'est rapide, mais c'est important parce que ça impacte toute ta santé, toute ta vitalité et tout ton amour. Ces micro-apnées, les 50 qu'on fait par jour, peut-être, certaines d'entre vous travaillent peut-être dans le domaine de la finance. Dans la finance, ils connaissent bien un concept qu'on appelle le compound effect, l'effet cumulatif. La maladie, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si tu fais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, attention, tu vois, le petit a failli faire tomber ça. Attention, tu vois, les gens c'est ça tout le temps. À la fin de la journée, on rentre, on a peut-être mal à la tête, les céphalées. Peut-être on a mal à la nuque, mal au dos, peut-être mal au ventre. Et peut-être dans 15 ans, on déclenche aussi une pathologie neurodégénérative à cause de ça. Parce que le stress, il s'accumule. Il s'accumule. Si je te donne une autre image mentale, Pascal, c'est comme si Pascal ou David, on est en fait une baignoire. Une baignoire, elle a une capacité pour contenir de l'eau. D'accord ? Peut-être 30 litres. Je peux contenir jusqu'à 30 litres de stress. Et puis, si tu me mets 31 litres de stress, ça déborde. Ça, c'est un concept super important. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez tous ici, vous jouer. Peut-être que vous avez eu de la chance et vous êtes tombé sur d'autres enseignements, parce qu'il y a d'autres enseignements qui sont très pertinents, mais beaucoup d'entre nous, je me suis rendu compte, on joue au même pas mal. Moi, j'ai même pas mal. Je bloque mes émotions, il n'y a rien qui rentre, j'ai une armure. Pardon. Le jour où ça va se fendre, cette armure, j'aimerais pas être à ta place. Parce que on a tous une baignoire qui est capable de contenir une certaine quantité de stress. Et quand on arrive au maximum, ça va déborder. Donc, est-ce qu'on sait décharger son stress tous les jours? Vider cette baignoire tous les jours? Parce que forcément, de vivre, c'est stressant. Mais il y a des bons stress. Vivre, c'est acidifiant. Vivre, c'est stressant. Conduire, si vous ne vous rendez pas compte que vivre, c'est stressant, moi, je me marre à chaque fois, je rentre dans ma voiture, il y a 3 pédales, j'ai 2 pieds. Il y a un problème. C'est stressant. C'est stressant. On fait de façon automatique, mais c'est juste. Est-ce que vous vous rendez compte que conduire, c'est stressant, même si tu le fais facilement? Donc, ça, c'est une autre clé, d'avoir des pratiques tous les jours pour repérer son stress, le décharger. Dès qu'on s'en rend compte, de le décharger. C'est fondamental. Sinon, à un moment ou à un autre, ta baignoire, elle va déborder. Et si elle ne déborde pas maintenant, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans, il y a un moment, ça va piquer. C'est sûr. Voilà ce que je pouvais vous partager déjà pour vous dépeindre un petit peu un modèle, un système autre, holistique, même si ce mot est très galvaudé, de comment être en fait, comment être à ce monde. J'ai eu la chance de beaucoup vivre en Asie aussi, de passer, déjà je suis métis franco-vietnamien, mais j'ai passé une dizaine d'années à vivre en Asie du Sud-Est et ça a aussi changé mon paradigme
parce que dans nos pays, dans nos cultures, on est très attaché aux symptômes, alors qu'en Asie, dans la médecine traditionnelle orientale, c'est beaucoup plus dans la prévention. Donc voilà, ce que je souhaitais vous partager ce soir, c'est ça. Dompter son stress et ses émotions, c'est important. Est-ce que j'ai des pratiques maintenant, vous les filles, dans ma vie de tous les jours, où je considère ça? Est-ce que je décharge mon stress tous les jours? Est-ce que je gère ma narration interne, mes émotions, mes pensées, qui parfois sont négatives, même très souvent, parce qu'on a vu que c'était 80%? Est-ce que je nourris ces 5 aspects dont on a vu? Comment je dors? Tu vois, ma Pascal, moi, là, par exemple, toi, moi, il est 20h04 pour toi. Pour toi, il est 21h04. Quand tu viendras à mon stage, je t'apprendrai que c'est hyper… Là, en neurosciences, et tout à l'heure, Rada, tu l'avais aussi, on appelle ça une dissonance neurocognitive. Vous commencez, votre marchand de sable, comme disait ma maman, il est en train de passer. Et c'est super important. C'est super important, ma Pascal, parce que tu sais que nos grands-mères, elles disaient que le sommeil avant minuit, il compte double. Mais elles n'avaient pas totalement tort, parce que la phase 4 de sommeil très profond, qui est hyper régénérante pour ton corps et ton esprit, là où les ondes cérébrales sont plus ralenties, c'est dans la première partie de nuit. Donc, quand on a besoin de réparer quelque chose parce qu'on est malade, ou qu'on est en burn-out, ou qu'on est crevé, ou simplement qu'on veut être plein de vitalité le lendemain, c'est super important de connaître son rythme circadien, son horloge interne. Donc voilà, bon, c'est juste un petit clin d'œil, parce que c'est le truc où, en fait, où on pêche très facilement. Moi, le premier, le sommeil. Tu sais, juste pour vous faire un petit clin d'œil, là, tu sais qu'on résiste, on est des adultes, on ne va pas aller se coucher à 9h avec les poules, tu vois, alors que si, au contraire. Parce que là, si toi, tu résistes, Pascal, dans ça, tu vois, tu l'éteins, alors que maintenant, tu sais qu'il faut bâiller allègrement. C'est un reset au niveau neuro-hormonal. Là, tu résistes. Ben, à un moment, ton cerveau il va se dire, OK, elle ne m'écoute pas, elle fait l'entêté, donc j'arrête de lui envoyer des bâillements. C'est intéressant parce que ça, c'est ce qu'on appelle, Martine, un signal primaire de notre physiologie. Quand vous avez caca, pour le dire simplement, les filles, on ne joue pas avec ça. On n'éteint pas ce signal. Quand on a pipi, on n'éteint pas ce signal. Et pour une raison que je ne comprends pas, et ce, dans toutes les cultures, le seul signal primaire de notre physiologie avec lequel on a tendance à jouer, quand on ne le connaît pas, et on en paye les pots cassés, croyez-moi, c'est le sommeil. Parce que là, tu peux bâiller comme ça, Pascal, et puis tu es en train de regarder Tom Cruise sur Netflix ou de finir ce satané dossier Excel pour ton boulot le lendemain matin. Donc, du coup, tu vas dire à ton cerveau, non, je reste en contrôle là. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on joue alors que ton cerveau, il sait que moi, ma Pascal, elle a besoin d'aller dormir maintenant là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est super important. C'est super important. Super, super important. Parce que, encore une fois, je sais que dans ce que me disait Radal, on parlait de spiritualité tout à l'heure, mais parler de spiritualité quand tu es insomniaque et que tu es juste en déficit de sommeil, il n'y a rien qui il y a aucune connexion, quoi. Tu es juste crevé, quoi. Donc, c'est la base pour tout. C'est la base pour tout. Est-ce que ce petit partage a fait sens pour vous, mesdemoiselles et mesdames et messieurs? Tout à fait. Ouais, merci beaucoup. Très bien. C'était vraiment ouais. Plus que bien. C'était très bien. C'était très inspirant. Chouette. Ouais. Martine, ça t'a plu? Oui, j'avais une question parce qu'on parlait de 64 ans, bonne santé. J'entre dans ma 64e année, je commence à avoir des ennuis là. Justement, le genou gauche, du jour au lendemain, j'ai des ennuis avec le genou gauche et tout. Alors, on m'a aussi dit que au niveau psycho-émotionnel, ce serait une marque de peur de l'avenir. Est-ce que vous en savez quelque chose de ça? De la relation psycho-émotionnelle avec l'endroit des douleurs? Bien sûr. Ça m'a passionné pendant des années. Ça me passionne toujours. Le décodage biologique, je t'invite à chercher. Ce n'est pas le propos de ce soir, mais
tout le travail de Hammer, tout le travail de Claude Sabat, tu pourras regarder Christian Flech, Gérard Ratias, le décodage biologique ou le biodécodage. Le genou, tu sais, le français porteur du verbe, ça s'écrit aussi je, première personne du singulier, et nous, première personne du pluriel. Ah ouais. Est-ce que tu as mal à ton je et à ton nous? Peut-être ton couple, peut-être toi et ta famille, toi, ta sœur, toi et tes amis, je ne sais pas. Le genou, le côté gauche, c'est le côté féminin. Tu vois, peut-être toi et ta fille, toi et ta mère, je ne sais pas. C'est juste des idées. Est-ce que ça fait sens ou pas pour toi? Tu vois, on dit en décodage biologique, donc ça c'est super important parce que c'est une façon, là c'était juste une présentation, mais ça va dans dompter son stress et ses émotions. Ça nous raconte des bêtises tout le temps. Ne pas croire vos pensées, vous n'êtes, ça, marquez les filles, punchline. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. J'ai même envie de vous dire, vous n'êtes pas vos putains de pensées et vous n'êtes pas vos putains d'émotions. Parce que qui vous martyrise? Notre bourreau interne, c'est bien là. C'est super important. Moi, je ne suis pas là pour brosser les trucs dans le sens du poil. Ce qui m'intéresse à 45 ans maintenant, c'est vraiment d'aider les gens qui sont prêts ou d'éveiller les consciences. Donc, ça c'est vraiment super important. Super important. Le genou aussi, quelle est la symbolique? Ce que je voulais te dire, Martine, pour répondre à ta question, c'est qu'on dit en décodage biologique que le conflit psychologique, psycho-émotionnel des parents ou le nôtre peut devenir un conflit organique, biologique. Donc, de toi à toi, ton stress émotionnel ou psychologique peut se somatiser, première chose. Et deuxième chose, ce qu'on appelle dans le transgénérationnel, je vous renvoie aux travaux de Anne Ancin notamment, eh bien, le conflit psychologique des parents peut devenir le conflit biologique incarné des enfants. C'est hyper important. Et à la dernière pépite, ma Martine, c'est pour toi, c'est cadeau. Le genou, quelle est la symbolique? Notre cerveau fonctionne en symbolique, Martine. Donc, c'est quoi la fonction du genou? C'est une articulation. Tu vois, peut-être aussi, dans la symbolique, je ne veux pas plier devant une situation. La fonction du genou, flexion-extension, support, orienté dans la vie, dans la marche. Tu vois, j'ai du mal à plier. Est-ce que c'est juste, voilà, l'important c'est ça, ma Martine. Il faut que ça te parle. Tu vois, il n'y a pas de vérité. J'ai l'âge de la retraite, mais je n'ai pas toutes mes années et ça me plaît de continuer. Bon, je suis enseignante, mais j'ai en même temps une mère qui a 95 ans et qui est encore à la maison. Et ça lui plairait, et à mes frères et sœurs aussi, que j'arrête de travailler, mais après, je pourrais être à son service sans arrêt. Et là, il y a un conflit, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Génial. Et tu as employé le bon mot, c'est conflit. En décodage biologique, on parle de conflit, les conflits psycho-émotionnels qui s'incarnent. Parce que j'ai vu dans le regard et les paroles de mes neveux que j'ai pu interpréter que c'est ce qu'imaginait mon frère, entre autres, qui habite le plus près, ma sœur est à l'étranger, que maintenant j'aurai l'âge de la retraite, ce serait bien parce qu'ils en font déjà pas beaucoup, mais ils en feraient encore moins, quoi, c'est ça. Mais regarde, ma Martine, c'est là que c'est hyper important ce que je te disais. Ma troisième partie, c'était quoi, dis-moi? Construire et réaliser ses rêves de vie, voilà, ma raison d'être. Si toi, tu n'as pas de rêve de vie, bah, c'est sûr que ton frère, ta sœur et ta cousine et ta nièce, ils vont t'imposer le leur. Oui, c'est ça, c'est devenu un peu ça. Voilà, c'est la base de la base. Ouais. Si vous n'allez pas pour vos rêves, si vous n'avez pas une raison d'être pour vous-même, même Emmanuel Macron, il va vous proposer la sienne. Il y aura toujours quelqu'un pour vous proposer, je dis lui parce que c'est notre président actuellement, mais il y aura toujours quelqu'un qui a de bonnes intentions pour vous faire aller dans le chemin où il a envie, quoi. Sauf que toi, tu as envie de quoi? Je suis allée en gestion du stress il y a 2 ans et j'ai passé par les fleurs de Bach et ça m'a bien aidé. Parce que je ne voulais pas prendre du chimique, je suis arrivée à une dame un peu par le hasard. Enfin bon, j'étais guidée et ça m'a bien aidé et ça m'aide maintenant aussi à me positionner parce que je n'arrivais plus à me positionner. Super, c'est génial. Comme si j'ai le genou depuis quelques jours. C'est un super outil. C'est un super outil aussi, les fleurs de Bach. Après, si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur mon site lifeforcewithyou.com.
vous avez mon livre déjà qui est un premier de 356 pages sur la méthode. J'ai un petit stage à la Toussaint du 29 au 31 octobre dans le Tarn, dans un très beau lieu de nature. Un stage de 2 jours qui s'appelle Renaissance, où on voit tous ces principes. On les pratique du coup. Puis voilà, vous trouverez toutes les infos sur mon site. Il y a aussi plusieurs formations vidéo sur les fondations, mais sur le sommeil notamment. Et puis vous êtes les bienvenus. Je donne des petits lives le dimanche soir en général à ma petite communauté à 20h30 sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Faites Life Force David Tan, vous aurez tout ça. Okay. Je vais regarder.